Je vais vous parler, donc, comme vous l'avez compris, de la maintenance en sécurité incendie, alors notamment en copropriété. On a vu avec Denis les impacts liés à la partie, on va dire, électrique, et on va aborder d'autres aspects. Alors tout d'abord, nous sommes, pour vous présenter brièvement, nous sommes bureau d'études en sécurité incendie, donc ça va évidemment des audits de sécurité incendie qu'on réalise dans différentes copropriétés ou établissements, à des missions un petit peu plus spécifiques, notamment pour ceux qui connaissent en coordination SSI ou en mandataire sécurité pour les immeubles de grande hauteur. On intervient donc sur un plan national. Tout d'abord, petite question, et à votre avis, en copropriété, êtes-vous assujetti aux mêmes obligations que les établissements recevant du public, par exemple pour de la maintenance? Donc vous avez quelques réponses, enfin quelques questions, pardon. Donc je crois que voilà, Voilà. la présentation est en cours. On va vous laisser 5-6 secondes pour que Voilà, vous puissiez on vous laisse répondre. quelques secondes pour répondre. Ouais. Allez, 10, même un peu plus. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, je vois, ça hésite, ça hésite. 0, Ouais, allez, je donne 2 secondes de plus. bon, Elle est pas il simple, y hein. avait quelques pièges, c'est pour ça. Il y avait quelques pièges. Voilà, je vais partager les Voilà. résultats. Oui. Alors, donc c'est intéressant. On a un 42% de oui, 25% de non. Ensuite, ça va dépendre des installations. Voilà. Et personne n'a mentionné qu'on fait ce qu'on veut, donc c'est déjà une très bonne chose. Alors, la réponse, en réalité, il y avait deux réponses, on peut dire. C'était la partie, cela dépend évidemment des installations que vous avez, puisque c'est assez cohérent. Hein. Vous n'allez pas retrouver les mêmes types d'installations, mais en réalité, la réponse était aussi oui, puisque les obligations, je dirais, réglementaires, ou normatives plutôt, sont les mêmes, hein, que ce soit en copropriété ou dans les établissements recevant du public, et on va retrouver les mêmes types d'obligations. Et évidemment, on ne retrouvera pas le même type d'installation, ça tout le monde l'a bien compris. Alors, je passe, voilà, je passe donc ça c'était la réponse, et on va passer pour commencer à ce qui nous conduit à tout cela. On sait qu'on a un certain nombre d'installations, d'équipements de sécurité incendie dans les différents établissements, et évidemment tout cela est demandé par une réglementation. Et vous savez qu'en France, on a une réglementation et des normes assez contraignantes. Et donc, en fonction de votre établissement, que ce soit un établissement recevant du public, un bâtiment d'habitation, un immeuble de grande hauteur et autres, vous allez avoir des référentiels qui vont vous demander un certain nombre de choses, hein, aussi bien au niveau du bâti que au niveau de certaines règles de sécurité, et évidemment qui vont vous imposer des équipements. Alors, vous pouvez toujours aller au-delà, mais sachez que, évidemment, la réglementation et le référentiel applicable à votre établissement va vous imposer un certain nombre de choses. Et l'objectif de tout ça, parce qu'il y a quand même un objectif et une finalité, c'est qu'on puisse éviter un feu généralisé comme vous le voyez à l'écran. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans cette situation-là, on a bien compris qu'on ne peut plus rien faire et que ce sont évidemment les services de secours qui interviennent et qui font en sorte de neutraliser, enfin en tout cas de maîtriser plutôt l'incendie. Alors pour éviter ça, il y a plusieurs leviers. Vous allez avoir de la prévention, vous allez avoir ce qu'on appelle, on va y revenir, hein, ce qu'on appelle la protection passive et la protection active. Alors la prévention, ça c'est assez simple, hein, c'est ce que vous faites vous au quotidien. On a tendance à l'oublier un peu, mais en réalité c'est voilà, c'est les règles que vous appliquez, c'est les consignes de sécurité que vous pouvez respecter, c'est les exercices d'évacuation que vous allez faire. Et ça, évidemment, dans n'importe quel type d'établissement, que ce soit un établissement en code du travail, un établissement pour un ERP, hein, pour les établissements recevant du public, et même en habitation, c'est-à-dire qu'évidemment, vous n'allez pas faire des exercices d'évacuation, mais vous allez, par exemple, être sensibilisé eh bien, à la gestion des consignes de sécurité. Vous allez évidemment être sensibilisé au fait de ne pas stocker de poussettes ou autres dans les circulations communes. Voilà, ça c'est facile à faire, ça ne coûte pas grand-chose, mais c'est un élément essentiel parce que c'est le quotidien et c'est aussi pour objectif, hein, cette prévention, d'avoir les bons réflexes
au moment où il faudra, évidemment, où le sinistre peut se produire. On sait souvent que si on n'a pas ces réflexes-là, on peut faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Donc, il y a la prévention qui est vraiment, je dirais, un élément important. Et là, on est vraiment avant l'incendie. Donc, c'est la gestion au quotidien. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle, nous, la protection passive. C'est tout l'enveloppe de votre établissement. Donc, c'est le bâti, c'est la colonne vertébrale. Pour résumer, c'est la colonne vertébrale. C'est un élément important. Donc, on est d'accord et on comprend assez bien, c'est qu'on ne va pas traiter un immeuble de grande hauteur de la même manière qu'un bâtiment à 3 étages ou qu'un établissement recevant du public. Donc, c'est vrai que cet aspect-là varie peu dans la vie d'un établissement, sauf que lorsque vous allez faire des travaux de ravalement ou des mises en conformité ou en sécurité. Et donc là, même pour nous, on intervient relativement peu, souvent en support des architectes pour les aider soit à monter des dossiers, ce qu'on appelle des notices de sécurité, ou soit à apporter quelques éclairages sur les aspects, on va dire, réglementaires. Donc ça, c'est la protection, ce qu'on appelle la protection passive. Ensuite, vous avez évidemment la protection active. Donc, c'est tout ce qu'on va retrouver dans les équipements, dans vos différents établissements. Alors, je ne vais pas revenir sur tout, mais on va voir les principaux. Je ne parlerai pas non plus de la partie électrique qu'on a vu tout à l'heure avec Denis, mais voilà, c'est tout ce qui constitue les installations techniques de sécurité. Alors, commencer par le système de sécurité incendie, c'est celui qu'on retrouve généralement le plus. C'est un élément qui permet de détecter les fumées. On les retrouve essentiellement dans les parkings. On va les retrouver aussi dans les cages d'escalier dans certains établissements d'habitation. On va les retrouver aussi dans les circulations horizontales communes, par exemple pour les bâtiments de quatrième famille, donc qui va déclencher le désenfumage. Quand vous avez un désenfumage, ce qu'on appelle un désenfumage mécanique, mais on y reviendra tout à l'heure. Voilà, c'est des systèmes qui nécessitent un entretien annuel. C'est un élément aussi important et qui contribue vraiment à détecter l'incendie au départ. C'est-à-dire qu'on est en début de sinistre, on est potentiellement sur des feux courants, et c'est vrai que ces installations-là vont détecter ce sinistre. Alors, c'est différent des équipements que vous pouvez avoir chez vous, c'est-à-dire les fameux DAF, qui vous permettent, donc, dans votre volume, de détecter s'il se passe quelque chose. Donc, on est sur le même principe, mais là, on est en partie commune, et notamment, comme je vous le disais, on retrouve ces équipements surtout dans les parkings, et dans certains cas, et pas dans tous les parkings. Donc, voilà, c'est une des spécificités. Vous avez ensuite l'autre point qui est, l'autre installation qui est importante, c'est les systèmes de désenfumage. Alors, l'objectif de ces systèmes, c'est d'extraire les fumées. Là, on est déjà dans la gestion du sinistre, c'est-à-dire qu'on a fait de la prévention, on a détecté au départ avec les détecteurs de fumée. Et là, on est dans la gestion du sinistre, donc on a eu un feu qui s'est pleinement déclaré. Et donc, ces systèmes de désenfumage, parce qu'il y a du naturel, il y a du mécanique, alors on ne reviendra pas spécifiquement sur les cas particuliers, mais ces systèmes que vous allez surtout retrouver dans les cages d'escalier, dans les circulations aussi horizontales communes, dans les parkings avec les ventilateurs d'extraction, ces systèmes, ils permettent tout simplement aux usagers d'évacuer dans des conditions, on va dire, acceptables, mais surtout aux services de secours aussi d'intervenir dans de bonnes conditions, en tout cas, autant que possible. Donc, c'est un élément très important dans un établissement. Lorsqu'il est hors service, d'où la nécessité de les maintenir, d'où la nécessité de les vérifier une fois par an, et d'où la nécessité de donner suite aux éventuels devis de remise en état. Eh bien, lorsque c'est hors service, il peut y avoir des conséquences graves. C'est-à-dire que déjà, les usagers ne vont pas pouvoir évacuer, ou en tout cas évacuer dans de bonnes conditions. Les intervenants, les services de secours ne vont pas pouvoir également intervenir dans de bonnes conditions. Donc, c'est un élément essentiel, souvent peut-être un peu négligé, parce qu'on voit souvent plutôt les détecteurs de fumée, où on oublie un peu les systèmes de désenfumage, Et là, il y a une maintenance rigoureuse et vraiment, importante à avoir sur ces systèmes-là, qui doivent être totalement opérationnels. Ensuite, vous allez retrouver ce qu'on appelle, nous, les moyens d'extinction. Alors,
on a tous l'habitude enfin, on a tous eu l'occasion de voir les extincteurs qu'on retrouve dans les locaux techniques, notamment dans les parkings, et dans certains cas dans les bâtiments d'habitation. Donc, je ne vais pas forcément revenir dessus, ce sont des contrôles annuels, et généralement, ça, c'est assez, c'est vérifié régulièrement, entretenu régulièrement. On n'a pas trop, en général, pas trop de soucis avec ces équipements, si ce n'est que des fois, ils sont dégradés, notamment pour les parkings, ce qui peut poser des problèmes d'exploitation. Et on retrouve ensuite les colonnes sèches ou les colonnes humides. Alors, je vais m'arrêter un peu sur les colonnes sèches qui permettent finalement au service de secours de se brancher à l'étage concerné, d'avoir de l'eau, tout simplement. Et ça, c'est un élément, pareil, essentiel. Essentiel parce qu'on est dans la gestion du sinistre, dans la gestion de l'incendie. Et si ces équipements, et notamment les colonnes sèches, ne fonctionnent pas bien, il peut y avoir également des conséquences importantes en matière d'extinction et de gestion tout simplement du sinistre. Donc, c'est important également que ce système-là soit totalement opérationnel. Vous avez ensuite quelques équipements, alors que vous retrouvez moins en habitation ou alors ponctuellement le sprinkler. Je ne vais pas forcément m'arrêter beaucoup dessus, mais le sprinkler qu'on va retrouver notamment dans certains cas dans les locaux vides d'ordures, dans les parkings également, où là, de la même manière, il peut y avoir aussi des conséquences importantes en matière de maintenance, c'est-à-dire que ces systèmes-là nécessitent des maintenances très régulières, des fois des travaux de remise en état importants. Voilà, c'est aussi un élément important en matière d'extinction. Et puis ensuite, vous avez pour finir les réseaux d'incendie armés que vous allez surtout retrouver dans des établissements un peu complexes et qui vous permettent tout simplement d'avoir de l'eau à disposition et de pouvoir soit vous en servir, ou soit alors les services de secours les prennent en charge pour éteindre l'incendie. Donc, on a vu globalement les principaux équipements. On a, comme vous l'avez compris et comme ça a été déjà dit, les contrats de maintenance qui sont obligatoires, généralement à des fréquences annuelles. On retrouve notamment, alors ça c'est pour l'arrêté du 31 janvier 86 qui était évoqué tout à l'heure par Claude Pouet, on a effectivement un article, l'article 101, qui rappelle cela, c'est-à-dire les vérifications sur un certain nombre d'installations, qu'on vient de voir, mais aussi sur des portes coupe-feu, sur tout ce qui concourt à la sécurité, et notamment à la sécurité incendie de votre établissement. Donc ça, il y a une responsabilité qui est importante, c'est qu'il y a une responsabilité déjà du gestionnaire, du donneur d'ordre, à souscrire ce type de contrat. Déjà, donc ça va être une obligation. Ensuite, au-delà de cette obligation-là, et je pense que tout le monde l'a bien compris, c'est qu'au-delà de cette obligation, vous avez, comme vous l'avez vu, la nécessité de pouvoir disposer de ces contrats et de pouvoir justifier tout simplement que les installations sont fonctionnelles. C'est-à-dire qu'on a bien identifié le fait que si on a du désenfumage qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne mal, il peut y avoir des conséquences graves, des conséquences humaines, au-delà aussi des dégâts que ça peut occasionner. Donc cette maintenance-là et cette nécessité d'avoir ces vérifications-là est vraiment indispensable. On est dans le cadre de travaux ou de maintenance, j'allais dire de maintenance. Dans ce cadre-là, on peut avoir besoin de réaliser quelques travaux de maintenance, donc c'est-à-dire qu'on va reconduire une disposition ou des dispositifs qui sont aujourd'hui fonctionnels. On va remplacer, par exemple, comme un échange standard parce que la centrale d'alarme est complètement hors service. Donc là, on reste dans le cadre des travaux de maintenance. On reste sur des dispositions constructives que l'on respecte, c'est-à-dire que on est conforme au permis de construire et donc conforme au texte d'origine. Et si vous rentrez, même si c'est moins de sujet, mais si vous rentrez dans le cadre de travaux de conformité, ce qui est un autre sujet de travaux de mise en sécurité, là, la question se pose sur l'évolution des textes, l'évolution des normes, de la réglementation, et là, vous vous conformez aux textes actuels. Mais sur des travaux de maintenance, il faut bien prendre en considération que ce sont les dispositions constructives qui restent applicables. Et pour finir, je dirais qu'il faut quand même garder en tête qu'au-delà de l'obligation réglementaire, au-delà du contrat d'entretien à souscrire, ça permet aussi
comme le disait Denis pour les installations électriques, ça permet aussi d'assurer la continuité de vos équipements. C'est-à-dire que nous, on a un cas sur plusieurs établissements où des portes, on ne les a pas forcément évoquées, mais des portes coup-feu sont mal entretenues ou pas entretenues. Il y a des conséquences importantes par la suite et au fil du temps sur les remises en état. Et des choses qui auraient pu être faites au fil de l'eau et bien faites par les entreprises. Alors, il faut aussi savoir que des fois, il y a des défaillances dans les entreprises, dans la maintenance. Mais si ces travaux avaient été faits régulièrement et faits au fil de l'eau, on aurait des conséquences financières moins importantes. Donc, il y a aussi cet aspect-là qu'une vraie maintenance, et j'insiste là-dessus, une vraie maintenance, et ce n'est pas uniquement de vérifier, mais c'est aussi de remettre en état et d'assurer la continuité de service. Une vraie maintenance est importante pour tout simplement pérenniser votre installation et surtout, je finirai là-dessus, et surtout pour le moment, enfin au moment opportun, je dirais, enfin, plutôt si un sinistre se déclare, que ces installations soient parfaitement fonctionnelles et puissent assurer pleinement leur fonction. Voilà. Donc, s'il faut retenir un point, c'est faites réaliser ces entretiens, assurez-vous que ces entretiens et que les devis de remise en état soient évidemment suivis des faits pour pouvoir avoir des installations qui durent dans le temps. Donc, ce sont des points importants. Voilà, donc je ne sais pas si, Xavier, il y avait peut-être quelques questions. Merci, oui, Jean, il y a quelques questions. Merci pour cette présentation. Je vais arrêter le partage. Si je clique au bon endroit, ça sera mieux. Voilà. Il y a des questions. Alors moi, j'en avais une première déjà un peu générale. C'est Jean, on peut dire combien il y a de feux par an dans les copropriétés? Est-ce que tu as Alors, c'est quelques difficile chiffres? de dire dans les copropriétés, mais Ouais. en français, mais ça, c'est des informations qu'on a des assureurs, c'est qu'en France, il y a toutes les 2 minutes un incendie. Donc, c'est énorme. Alors, évidemment, ça reprend le parc général, les établissements, tous les établissements, hein, mais c'est quand même important, c'est-à-dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. À titre personnel, nous, on gère dans différents, un portefeuille de beaucoup d'établissements d'habitation sur différentes, notamment sur les fonctions d'immeubles de grande hauteur. Et c'est vrai que sur une vingtaine d'établissements, on a dans l'année 3-4 départs de feu voilà, très très réguliers. Hein. Alors, des fois, c'est dans des locaux un peu spécifiques, ce qu'on appelle les locaux vides ordures, etc. Mais voilà, c'est ça aussi. C'est pas uniquement ça arrive chez les autres. Hein. C'est vraiment le quotidien. Alors, évidemment, ces feux, il n'y a pas forcément des conséquences dramatiques et c'est évidemment maîtrisé. Et ce que je disais tout à l'heure sur les dispositions constructives, hein, la protection passive assure aussi son rôle et avec les équipements. Mais voilà, ça arrive très fréquemment et il ne faut pas, je vous dis, il ne faut pas l'oublier. Et les chiffres, alors, des assureurs, hein, c'est que c'est un sinistre toutes les 2 minutes en France, ce qui est quand même conséquent. Oui, ce que tu disais sur les IGH, oui, c'est une réalité. Il y a souvent des départs de feu finalement, mais Oui, oui. pas toujours catastrophiques, mais en tout cas, Non, alors, parce voilà. que justement c'est bien entretenu, parce Alors, que il y a deux facteurs. C'est même si le sujet c'est plutôt l'habitation classique, mais juste une parenthèse sur les IGS, c'est que l'habitation d'ailleurs, c'est qu'on va retrouver des installations techniques très importantes. Tout ce qu'on vient de voir là, on les a en place, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les établissements. Vous avez aussi un service de sécurité qui est présent par des agents de sécurité incendie, et vous avez des dispositions constructives le bâti qui permet pendant 2 heures, hein, pour résumer simplement, pendant 2 heures à l'étage concerné, d'avoir voilà, un isolement parfait entre les étages supérieurs ou les étages inférieurs. Donc on a déjà ces dispositions-là, et donc c'est pour ça que ça limite les feux. Et ce qu'il faut savoir, que sur des bâtiments plus classiques d'habitation, où vous avez un sinistre, là pour le coup, et on l'a vu malheureusement et on le voit malheureusement souvent, c'est que dans ces établissements qui sont des petits établissements, lors d'un feu dans une cage d'escalier, il y a généralement des conséquences très graves, ce qu'on ne retrouve pas forcément, comme je vous disais, en IGH, parce qu'on a tout ce panel d'équipements et ce service de sécurité qui est là. Mais c'est vrai que ça arrive, ça peut arriver, et d'où la prévention, et d'où le fait que, et ça c'est du travail quotidien aussi des usagers, hein, des résidents, de se dire on ne stocke pas les poussettes dans les cages d'escalier, on ne laisse pas les sacs dans les circulations communes, on respecte les consignes en fermant les portes, etc. Voilà, il y a vraiment ces choses-là à prendre en compte.
Ouais. Alors, il y a une question de monsieur ou madame Robichon qui dit les blocs éclairage de sécurité dans les cages d'escalier et circulation. Effectivement, je ne me sens pas de l'avoir vu dans ta présentation. Non, parce que comme j'ai laissé Denis présenter la partie électrique, là on est plutôt sur une partie électrique, mais de la même manière, parce que j'ai pas fait de point sur la partie électrique, mais la partie électrique, juste une petite parenthèse, c'est que évidemment, comme l'a très bien dit Denis, il y a à respecter les colonnes sèches, enfin pas les colonnes sèches, mais les gaines techniques, il y a à respecter le cloisonnement de ces gaines, mais il y a aussi à dépoussiérer le tableau, il y a à entretenir évidemment les blocs secours, et évidemment sur ces installations électriques, c'est pour ça que c'est plutôt faut le voir au sens large, mais ça fait partie évidemment aussi des installations de sécurité. Par contre, vous n'en avez pas forcément partout et tout le temps dans les bâtiments d'habitation, et ça dépend de la catégorie aussi de l'établissement. Voilà. Est-ce qu'on peut déléguer, c'est monsieur et madame Chouchet qui pose cette question-là, est-ce qu'on peut déléguer au conseil syndical par vote en assemblée générale, hein, c'est ce que disait Claude Pouet, est-ce qu'on peut déléguer l'exécution de travaux liés à la sécurité incendie? Alors, l'exécution, ça me paraît difficile. Alors, peut-être, est-ce que tu L'entretien et maintenance, alors peut-être la il y a peut-être. suivi, peut-être, Ouais. ou le suivi plutôt, peut-être, c'est peut-être le suivi que Oui, monsieur oui, a la voulu question dire, c'est mais hmm. C'est oui, qu'aujourd'hui, c'est le conseil syndical qui peut prendre certaines, disons, quand il a délégation de l'Assemblée générale, ouais, c'est ça. il peut engager certaines choses. Est-ce que toi aujourd'hui, c'est le conseil syndical maintenant qui rentre en On a, contact avec toi ou c'est oui, mais encore. on a de tout en termes de fonctionnement. Et c'est vrai Hmm. que, je crois que ça a été dit tout à l'heure, ça permet de rendre, enfin, les acteurs et le conseil syndical en général sont des acteurs au quotidien. Ça permet de rendre plus fluide les échanges avec une meilleure réactivité, ce qui n'est pas toujours le cas pour différentes raisons, hein, par les syndics. Euh, et donc oui, ça permet de rendre plus fluide. Alors après, il faut faire juste attention en termes, ça c'est moins ma spécialité, mais juridiquement, il faut faire attention que tout le monde soit bien dans son périmètre et dans son périmètre de responsabilité. Voilà, il ne faut pas non plus que le conseil syndical, qui engagerait éventuellement sa responsabilité, vienne se substituer au syndic, vienne se substituer aux entreprises ou vienne se substituer au conseil des bureaux d'études, du maître d'œuvre. Voilà, il faut bien, dans tous les cas, que le périmètre soit pleinement bien identifié et qu'on se limite à rester dans son périmètre de responsabilité. Allez, une dernière petite question, c'est quelle obligation de mise en sécurité des bâtiments d'habitation construits avant la réglementation de 1986? Alors, à partir du moment, ça c'est assez simple, hein, c'est qu'à partir du moment où vous n'avez pas réalisé de travaux de conformité ou de mise en sécurité, vous n'êtes tenu à rien. Je m'explique, c'est que vous êtes tenu à entretenir vos installations, à faire en sorte que ces installations soient fonctionnelles, mais on ne vous demande pas de les mettre en conformité. Par contre, dans un cadre d'évolution des installations, ou tout simplement lorsque l'installation, ce qui arrive, hein, quand même, certains équipements qui ont 40 ans, il faut les remplacer. Hein, je prends l'exemple d'un système de désenfumage ou d'un système de sécurité incendie, il faut le remplacer au bout de 40 ans parce qu'on ne peut plus le maintenir. Là se pose la question de l'évolution réglementaire, et là, vous vous conformez au texte actuel et à la réglementation actuelle. Mais à partir du moment pardon, où vous ne touchez à rien, vous n'êtes tenu à rien à part faire l'entretien courant et assurer le bon fonctionnement des équipements de sécurité. Voilà, c'est bien clair. Merci à toi. Dans ta salle privée, dans laquelle on va se retrouver dans quelques minutes, puisqu'on a bientôt terminé cette conférence en mode la partie webinaire, hein, est-ce que tu as prévu de montrer Oui. quelque chose de particulier? Oui, alors, bon, je peux répondre s'il y a des questions un peu plus spécifiques, parce que bon, voilà, j'ai résumé tout ça très succinctement, mais c'est un domaine vaste. Et ensuite, j'ai quelques vidéos où on met en avant un peu ce qu'on appelle la vidéo explicative, qu'on est aussi essayant de mettre en place, qui, sur des sujets justement de sécurité incendie, peut accompagner les copropriétés ou d'autres acteurs à expliquer plus spécifiquement avec une diffusion très large voilà, différentes choses, que ce soit la prévention ou certaines spécificités de fonctionnement sur des systèmes. Voilà. Donc, on pourra vous montrer, si vous le souhaitez, ce qu'est la vidéo explicative. Voilà. Voilà. Ok, donc on peut se retrouver dans ta salle dans quelques minutes.